Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis le 26 juillet dernier, le président élu du Niger n'est plus au pouvoir car renversé par une junte militaire. Un ultimatum d'une semaine de la CEDEAO a expiré ce dimanche 6 août. Quelle issue possible de cette crise dont les conséquences au plan économique se ressentent déjà sur la population? Pour en discuter, Daniel Saïfo est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, M. Oman, c'est moi qui vous dis merci. Au plaisir de vous retrouver. Ouais, bien sûr. Vous êtes juriste et spécialiste du droit public. Avec nous allons décrypter l'actualité dans la sous-région ouest africaine. Le Niger, un coup d'État au Niger, c'est un coup d'État de trop. Oui, c'est un coup d'État de trop, il faut le dire. Parce que les coups d'État ne sont pas dans le sens d'améliorer forcément la situation. Mais il faut regarder cette question avec beaucoup plus de recul. Vous voyez que la population est très fortement alliée au nouveau président. On a aussi certains présidents de l'Afrique qui sont aussi très alliés avec cette situation. Donc, il faut la regarder avec un certain recul pour pouvoir comprendre tous les aspects et pouvoir faire un très bon décryptage. Est-ce qu'il n'y a pas de manipulation aussi derrière? Parce que lorsque le coup d'État s'est produit, on a vu certaines personnes qui sont sorties dans les rues et qui manifestaient contre. Et il n'y a pas très longtemps, le dimanche dernier, donc le 6 août, dans un stade, après plus de 30 000 personnes, on a vu des populations cette fois-ci qui sont pour et qui accompagnent la junte au pouvoir. Comment vous comprenez cette situation? Dans toutes les situations, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont pour et il y a des personnes qui seront contre. Le président Bazoum, forcément dans le pays, il a ses alliés, bien entendu, dans la population. Donc vous verrez que cette frange de la population sera contre l'arrivée au pouvoir des putschistes et vous verrez que les soutiens des putschistes aussi, ils seront mobilisés dans les rues. Donc de part et d'autre, il y a des pour et des contre. Mais quand on regarde tout ce qui se fait au niveau de l'État, on se rend compte qu'il y a une très grande partie de la population qui soutient le coup d'État qui s'est déroulé le 26 juillet. Pourquoi donc un tel coup d'État? Quelles sont les raisons qui sous-tendent ce coup d'État? Alors, les raisons sont diverses, hein, si on se situe du côté des putschistes ou si on se situe du côté du pouvoir déchu. Mais précisément, les putschistes évoquent un problème de sécurité, un problème aussi de politique et de corruption, donc de politique, de bonne gestion et tout ça pour pouvoir faire le putsch. Quand on regarde l'indice de développement humain du Niger, on se rend compte quand même qu'ils sont pratiquement les derniers dans tout le monde entier. Donc, quelque part, on se dit que c'est un mal-être. Parce qu'un putsch ne se crée pas ex nihilo. Donc, ça part forcément de quelque part. Et c'est un mal-être que les généraux ont mis en application et c'est devenu un putsch et on fait sauter le président Bazoum. Même si malheureusement pour lui, il a été élu depuis 2021 ouais. et on ne peut pas juger les résultats d'une personne après ne serait-ce que 2 ans de mandat. Et ça, c'est ce qui est déplorable. Et actuellement, l'actualité est en train d'évoluer. La CEDEAO a donné un ultimatum de 7 jours. Il a expiré. Ouais. Il y a une rencontre qui est prévue certainement le jeudi. Il y a l'option militaire qui est mise en avant. Quelle est votre appréciation des décisions prises par la CEDEAO en ce moment? Alors, déjà, les sanctions déjà économiques, tout ça. Bien sûr, la CEDEAO, elle est dans son rôle. Bien. Il y a eu le cas du Mali, il y a eu le cas du Burkina. Avant eux, il y a eu le cas de la Guinée. La CEDEAO, l'Union africaine, on ne les a pas véritablement vus réagir. Alors pour le cas du Niger, elles veulent prendre ses responsabilités. Il y a même une équipe conjointe entre la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU qui vont bien sûr se rencontrer pour travailler sur cette question. Donc les institutions africaines veulent prendre de la responsabilité et de la puissance pour pouvoir agir dans les règlements des différentes situations qui peuvent se poser. Mais la question militaire à elle seule, elle mérite qu'on puisse regarder à 2 fois. Aujourd'hui, regardons l'Europe, regardons la situation de l'Ukraine. La guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, on voit qu'on a des céréales qui sont bombardées. Déjà, on a un pays qui est bombardé, donc la population souffre. Est-ce que c'est la même réalité que nous voulons pour l'Afrique? C'est la même réalité que nous voulons pour nos frères du Niger? Parce que le Niger, c'est pas loin. Le Niger, c'est pas très loin de la Côte d'Ivoire.
Vous voyez? Donc, il faut qu'on puisse regarder cette question avec un peu plus d'humanisme et un peu plus de politique. Pour moi, la meilleure solution serait de faire la solution politique. D'accord. Avant cette solution politique, pour ce qui concerne justement la question militaire, quelles pourraient être les conditions de la réussite de cette option? Parce que certains ont pensé qu'il suffisait de l'annoncer et les jours qui allaient suivre, certainement des commandos parachutistes viendraient et allaient retirer les putschistes. Mais on a l'impression que finalement, l'espace aérien a été fermé par les putschistes et à la nomination d'un premier ministre. Donc les choses avancent, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ce n'est pas, le plus difficile n'est pas la fermeture de l'espace aérien du Niger. Ça, si ce n'était que ça allait être très facile parce que on peut survoler dans le cas d'un bombardement et donc ce serait justifié qu'on survole ce territoire et qu'on le bombarde. Mais voyez-vous, la CEDEAO n'a pas d'armée en tant que telle. Vous voyez, c'est les pays qui vont contribuer à fournir une armée pour pouvoir attaquer si attaque est décidée, bien sûr. Avec un très grand contingent nigérien, si possible. Exactement, avec un grand contingent nigérien. Mais on a le Burkina, on a le Mali, on a l'Algérie, on a le Tchad. Donc, les pays qui sont frontaliers au Niger et qui ont décidé, eux, de ne pas participer au conflit. Mieux de soutenir le Mali, mieux encore de pouvoir interdire tout le monde de pouvoir survoler leur territoire jusqu'à atteindre le Niger. Donc, vraisemblablement, on peut dire que c'était un vœu pieux, mais ne le disons pas ainsi. Parce que le recours à la guerre dans cette situation, ça va être très complexe pour la CEDEAO, ça va être très complexe pour l'Union, pour les Nations Unies. Encore qu'ils peuvent faire passer ça ils peuvent faire passer la force française qui est au Niger, sous mandat au Niger, et attaquer, c'est ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment déplorable. Et si ça se passe ainsi, qu'en est-il des autres puissances qui ont dit appartenir à cette guerre si automatiquement le Niger serait touché? Le Mali, le Burkina et pourquoi pas d'autres. Quelles pourraient être les conséquences s'il y a une option militaire par rapport à la porosité des frontières, à la question du terrorisme qui se développe dans la sous-région? Je pense pour ma part que les terroristes, c'est leur moment de répit. C'est-à-dire que les États sont en train de se menacer entre eux. Donc, eux, c'est le moment pour eux de se reposer. Parce que jusqu'à présent, on ne les a pas encore très vus dans ce conflit. On ne les a pas vus prendre de position. On ne sent plus d'autres attaques du côté des terroristes. Par contre, il y a des États qui sont en train de se mobiliser. Il y a des États qui sont en train de se constituer dans cette crise-là. Et c'est ça les conséquences qui pourraient être très désastreuses. Parce que, imaginons un seul instant dans un scénario où la force française qui est au Niger actuellement entre en conflit avec le Niger. Et on voit une action du Mali, on voit une action du Burkina venir soutenir leurs frères nigériens. Vous voyez que, du Niger, pardon. Donc vous voyez que le conflit va s'internationaliser. Et en droit de l'homme, ça devient un conflit international. Et ça va faire intervenir d'autres États, ça va faire intervenir d'autres conséquences qui seront très désastreuses pour l'Afrique. D'accord. Comment vous voyez la suite en termes de propositions, de solutions? Comment cette situation peut se résoudre? Vous l'avez dit, du point de vue politique. Cette situation ne pourra se résoudre que du point de vue politique. Parce que je pense pour ma part que les Africains, les chefs d'État africains sauront prendre la bonne décision au moment venu. Mais il faut des discussions. Déjà, une délégation de la CEDEAO est restée à l'aéroport du Niger et est retournée. On a l'impression que les putschistes ne veulent pas discuter. Est-ce que ce n'est pas cette impression qu'on a? Non, parce que pour pouvoir discuter, il faut créer les conditions de la discussion. Okay. Au tout début de ce conflit, la CEDEAO a pris une décision, a donné un ultimatum. Donc, la CEDEAO s'est mise dans une position assez radicale. Voilà, assez radicale, donc dans une position de belligérant. Donc, par rapport à ça, le Niger s'est trouvé aussi dans la possibilité de pouvoir rétorquer. Donc, c'est pourquoi vous avez vu ce qui s'est passé. Mais si nos autorités se mettent dans des dispositions de négociateurs, dans des dispositions de sortie de crise par la voie politique, dans la voie diplomatique, vous verrez que aucun putschiste ne pourra dire non aux négociations. D'autant plus qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y ait des personnes qui puissent venir discuter avec eux d'égal à égal. Parce que ça, c'est une situation complexe. Si on veut prendre de la hauteur ou se radicaliser, alors la position sera aussi complexe. Merci Daniel Saïfo d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup, merci. On a eu le plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie et j'espère, je prie toutes nos autorités de prendre les bonnes décisions quand la question va se poser. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.